Si, merci. Comme vous l'avez dit, dans 2 jours, nous allons commémorer l'anniversaire du décès du professeur Cheikh Anta Diop, que j'ai fréquenté pendant quelques années. En effet, j'ai été son assistant. Alors, Cheikh Anta Diop, si on devait ramasser une description de l'homme, disons, c'est un scientifique multidimensionnel, puisqu'il maîtrisait plusieurs disciplines, un savant prolixe qui a beaucoup écrit et qui a eu quelque chose de rare. C'est quelqu'un qui avait de l'intuition dans le domaine scientifique. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Et c'est un savant d'une honnêteté intellectuelle très rare également. Généreux et ambitieux pour son continent et son pays. Cheikh Anta était profondément, disons, nationaliste, même si ce terme paraît galvaudé. C'est quelqu'un qui croyait aux civilisations africaines, aux langues africaines. Et cela a débuté très tôt, parce que déjà, vers les années 1948, il avait écrit un certain nombre de textes sur la langue wolof et sur les langues négro-africaines en général. Cheikh Anta pensait que la renaissance africaine qu'il appelait de tous ses voeux ne pouvait se réaliser sans les langues africaines. Il fallait utiliser ces langues pour conscientiser les Africains, pour faire notre enseignement à travers ces langues. Et il disait que pour que cela puisse se faire, il fallait prendre ces langues, les développer. Et pour pouvoir les développer correctement, il fallait les rattacher à la langue égyptienne, puisqu'il était convaincu que la langue égyptienne était, à l'instar du grec et du latin, disons, des langues qui ont permis de développer les langues européennes, indo-européennes. Et que donc nous devions faire la même chose, parce que l'égyptien ancien est cette langue qui a donné naissance en fait à toutes les autres langues négro-africaines. Et qu'il fallait faire des études pour prouver d'abord la parenté entre l'égyptien ancien et les autres langues africaines, et ensuite partir de l'égyptien ancien pour enrichir le lexique, la syntaxe, en fait tout l'apparat des langues négro-africaines. Mais quelque chose de fondamental, et quelqu'un comme Théophile Obenga a produit lui aussi un livre qui porte sur cette étude comparative. Alors, je dois préciser que tous ces 2 livres ont été générés, si je peux m'exprimer ainsi, par le colloque du Caire. Vous savez qu'au Caire, en 1974, il y a eu une confrontation directe entre Cheikh Anta, Théophile Obenga et les égyptologues occidentaux. Et à l'issue de cette confrontation, il a été enfin reconnu que l'égyptien ancien n'était pas une langue sémitique. Parce que les égyptologues avaient tendance à rattacher l'égyptien ancien aux langues sémitiques. Mais en 1974, à l'occasion du colloque du Caire, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont démontré, et leurs antagonistes l'avaient accepté à l'époque, que la langue égyptienne était une langue négro-africaine, qu'il fallait donc rattacher à la famille africaine. Et après avoir démontré scientifiquement cela, et après avoir reçu justement la reconnaissance des égyptologues occidentaux, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga se sont mis à approfondir cette piste. Voilà pourquoi Cheikh Anta a écrit en 1977 le livre auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Et Théophile Obenga, en 1992, a écrit lui aussi un livre sur... Et Théophile Obenga dit que ces ouvrages font de la linguistique historique. Vous savez qu'en linguistique, il y a ce qu'on appelle la linguistique historique et la linguistique, comment dire, la linguistique historique, c'est elle qui permet
de faire le lien entre les langues, de démontrer leur parenté. Ce n'est pas une linguistique, disons, actuelle, qui porte sur les langues actuelles, mais qui porte sur le temps. Et voilà pourquoi ces recherches de Cheikh Anta et de Théophile Obenga sont fondamentales, puisque les langues africaines, jusqu'ici, n'avaient pas d'histoire. C'est comme si elles tombaient du ciel comme ça, mais la profondeur historique, ce sont ces recherches de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga qui vont l'apporter aux langues africaines. Comme ça, ces langues, on peut les étudier dans le temps. Et ça, c'est fondamental, parce que si vous ne pouvez pas étudier une langue dans le temps, il vous sera très difficile de la développer. Donc, ce sont des recherches fondamentales qui permettent à la linguistique africaine d'avoir sa dimension historique. Or, sans la linguistique historique, il vous sera très difficile d'étudier correctement une langue. Il faut l'enraciner dans la durée pour la comprendre, pour voir comment elle a évolué et comment on peut la développer pour le futur. Quand pensez-vous? Oui, Cheikh Anta était en avance sur son époque. C'est vrai. Parce que quand vous voyez, vous analysez aujourd'hui tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, eh bien, nous nous rendons compte que Cheikh Anta avait vu venir tous ces problèmes. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, l'Afrique ne pèse pas lourd sur le plan économique ni sur le plan politique. Et Cheikh Anta avait dit que pour que l'Afrique puisse peser, il fallait un État fédéral. Et il avait d'ailleurs écrit un livre dans ce sens, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, à la veille des indépendances, pour dire voilà ce que nous devons faire si nous voulons compter. Et il a dit qu'il fallait le faire maintenant, ne pas attendre. Parce que si on attend, on ne pourra plus le faire. C'est comme l'os. Vous voyez l'os du bébé. Le bébé peut sucer son gros doigt, son gros orteil. Mais un homme de 45 ans ne peut pas le faire. Donc il dit, voilà, si nous voulons fonder un État fédéral, c'est maintenant. Et aujourd'hui, on se rend compte que sans cet État fédéral, nous ne comptons pas. Vous voyez ce qui se passe, les problèmes de sécurité dans la sous-région. Les États, comment dire, sont complètement dépassés par leur sécurité. Si on avait un État fédéral, cela aurait été autre chose. Sur le plan économique, nous ne comptons pas. Regardez ce qui se passe, l'actualité, comment dirais-je, de notre pays. Et c'est la même chose dans les autres pays. Nos jeunes affrontent la mer, le désert. Si on avait un État suffisamment fort pour développer économiquement nos pays, on ne laisserait pas notre jeunesse s'exiler. Donc Cheikh Anta avait vu venir tout cela et il avait dit, malheureusement, on ne l'a pas suivi. On ne l'a pas suivi. Quand il est venu, il a lutté politiquement, mais comment dirais-je, la réussite n'a pas été au rendez-vous. Il a créé des partis pour essayer de mettre en pratique ses idées, mais ce sont d'autres qui étaient au pouvoir et Cheikh Anta n'a jamais pu arriver au pouvoir et mettre en pratique ses idées. Mais on se rend compte que tout ce qu'il avait prédit est en train de se réaliser malheureusement et voilà. Donc c'est un visionnaire qui avait prévu tous les problèmes et toutes les solutions, mais les solutions, on n'a jamais pu les mettre en pratique puisqu'il n'a jamais pris le pouvoir, mais les pratiques, les problèmes, on est en train de les vivre et ils sont exactement comme il les avait décrits. Nos relations, c'est que Cheikh Anta, malheureusement, ça n'a pas duré puisque c'est entre 82 et 86. Je m'étais inscrit sous sa direction et c'est lui-même qui m'avait choisi. Quand je suis rentré, le hasard ou la providence avait bien fait les choses parce que l'année où je suis rentré, fin 81, il avait enfin la possibilité d'enseigner à l'université. Donc il m'a dit, je te prends comme assistant.
Et je n'étais pas encore recruté. Hein. Donc, il m'a pris comme assistant et à l'époque, il faisait des séminaires pour les étudiants les plus avancés, c'est-à-dire les étudiants de maîtrise. Et quand il faisait son cours, moi j'étais là. Et à l'époque, il n'y avait pas les instruments modernes qu'on a aujourd'hui, les vidéoprojecteurs et autres appareils. Il y avait des projecteurs de diapositives. On était encore à l'époque des diapositives. Et c'est moi qui tenais le projecteur de diapositives. Mais un enseignant qui était très écouté. Il a eu à enseigner la génération des Ibrahim Tchoub, Moustapha Kébé, Amadou Fall, qui faisaient la maîtrise. Et alors, à l'époque, le niveau des étudiants était un niveau assez élevé. Et ce que j'ai constaté, c'est que les étudiants faisaient tout pour lui poser des questions colle, ce qu'on appelle des questions colle. Mais Cheikh Anta n'était pas dupe. Il savait que les gens voulaient le coller, mais il leur donnait des réponses vraiment qui leur montraient l'étendue de son savoir. Il ne s'offusquait pas, il ne réprimandait pas les étudiants pour cela. Au contraire, il les encourageait à poser des questions, mais chaque fois, les réponses qu'il donnait étaient des réponses qui allaient au-delà même de la question qui avait été posée. Ce qui signifie qu'il maîtrisait bien son sujet et que c'était quelqu'un qui commandait sur le plan de la pédagogie et de l'étendue des savoirs et était un enseignant exceptionnel. L'hommage que je lui rends, c'est celui-ci. Cheikh Anta a subi beaucoup d'injustices sur le plan scientifique. Quand il écrivait ses livres, notamment Nation, Nègre et Culture, les gens le tournaient en dérision, en disant que voilà, il veut inventer à l'Afrique une histoire qu'elle n'a jamais eue. C'est-à-dire, les gens disaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire, que l'histoire de l'Afrique commençait avec l'arrivée des colons. Cheikh Anta disait que non, il y a une profondeur historique qu'aucun pays occidental n'a, puisque nous rattachons à l'Égypte ancienne. Et les gens riaient, mais aujourd'hui, tout ce qu'il avait dit sur les relations entre l'Afrique et l'Égypte, tout a été confirmé par la recherche et par les populations elles-mêmes. Moi, depuis, j'ai eu à travailler sur les traditions africaines. Mais ce sont les traditions africaines elles-mêmes qui donnent raison à Cheikh Anta sur ses adversaires. Que vous preniez les traditions Wolof avec Yoroboli Diaw, qui a écrit un article très intéressant avant même la naissance de Cheikh Anta. Cet article s'est intitulé « Les 6 migrations venant de l'Égypte auxquelles la Sénégambie doit son peuplement ». Vous voyez, Yoro Diaw disait déjà que les traditions Wolof affirmaient l'origine égyptienne des populations sénégambiennes. Par la suite, j'ai eu à étudier les traditions Peul. Les Peuls situent leur pays d'origine dans la vallée du Nil et en Égypte même. Alors vous prenez les Soninké, c'est pareil. Les Soninké disent avoir émigré d'Égypte. Donc Cheikh Anta, ce sont les populations elles-mêmes qui lui ont donné raison. Et c'est quelqu'un qui, si nous prenons la préhistoire, avait déjà dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Depuis l'homme le plus ancien jusqu'au sapiens sapiens, les gens avaient refusé cette thèse, mais aujourd'hui, c'est ce que confirment toutes les recherches sérieuses, à savoir que le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique, et que toutes les autres espèces humaines sont parties de l'Afrique et doivent leur genèse de manière plus ou moins lointaine à l'Afrique. Donc, en résumé, Cheikh Anta a eu raison sur bien des points. Si on devait prendre un pourcentage sur les 99%, il a eu raison sur ses adversaires. Donc c'est un savant qui avait une intuition très fiable. Et c'est quelque chose, c'est une qualité très rare dans le domaine de la recherche.
Si, merci. Et comme vous l'avez dit, dans 2 jours, nous allons commémorer l'anniversaire du décès du professeur Cheikh Anta Diop, que j'ai fréquenté pendant quelques années. En effet, j'ai été son assistant. Alors, Cheikh Anta Diop, si on devait ramasser une description de l'homme, disons, c'est un scientifique multidimensionnel, puisqu'il maîtrisait plusieurs disciplines, un savant prolixe qui a beaucoup écrit et qui a eu quelque chose de rare. C'est quelqu'un qui avait de l'intuition dans le domaine scientifique. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Et c'est un savant d'une honnêteté intellectuelle très rare également. Généreux et ambitieux pour son continent et son pays.